à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital. Très heureux de vous recevoir une nouvelle fois et que vous nous écoutiez pour débriefer cette ultime journée, le dénouement final de cette saison Ligue 1 2020-2021. Et malheureusement, le miracle n'a pas eu lieu. Le Paris Saint-Germain termine deuxième du championnat et Lille finit leader. Bon, je pense qu'on s'y attendait un peu quand même. Et voilà, on va revenir sur tout ça, sur l'avis des uns et des autres. Et pour m'accompagner, pour parler de ce dénouement final de la Ligue 1, tout d'abord avec nous, Nicolas Puravo qui fait son retour avec nous. Comment ça va, Nico? Salut Hugo, salut tout le monde. Ça va bien. Comme un jour férié, bien nuageux, bien pourri à Paris. Je vais aller courir pour me vider la tête après, hein. Nico, les gens nous ont demandé si on te boycottait pas à un moment parce que tu venais plus dans le podcast, etc. Parce que les gens ils pensaient qu'on voulait plus que tu parles de Baker, je sais pas quoi. J'ai vu les. Ah, ils ont surtout fait le lien entre les matchs de Bakker et mon absence le lendemain lors du podcast. Donc, Voilà. je les laisse à leur déduction, mais il y a peut-être du vrai, ouais. Il y a peut-être du vrai. Justement, je vais aller voir celui qui chapeaute tout ça. Mousse, comment ça va, Mousse? C'est lui qui fait les plannings. Ah non, moi c'est en fonction de la disponibilité des uns et des autres. Nicolas, il le sait. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai pas répondu. Parce que c'est vrai qu'il y en a, je crois qu'ils étaient vraiment premier degré. Ouais, c'est bizarre. Nico, ça fait 2 fois, il est pas là. C'est chelou. Là. Non, c'est juste que voilà, parfois, c'est quand même un peu comme Hugo. Hein, parfois, il ne peut pas, il travaille, ils ont des obligations. Donc voilà, mais sinon, c'est un titulaire indiscutable comme Mbappé au PSG, Nicolas. Tu sais, il y a toujours des gens qui aiment bien la théorie du complot, tu sais, voir toujours quelque chose derrière, etc. Les gars, tranquille. Chacun a un emploi du temps des fois un peu chargé. Il ne peut pas être toujours présent. Mais regardez, l'équipe habituelle et l'équipe solide du podcast que vous avez vu la plupart du temps cette année est là pour le dénouement final. Évidemment, on fera aussi un podcast plus tard sur vraiment le vrai bilan de toute la saison du Paris Saint-Germain. Mais on va déjà un peu l'aborder dans celui-ci, dans le 114e numéro. Et enfin, pour terminer la bande, Yacine Amned. Comment ça va, Yass? Salut à tous. Bah, ça va comme un lendemain de perte de titre malgré tout. Eh oui, ça ne sera pas pour le Paris Saint-Germain cette saison, Yass. Ouais, bah écoute, on était préparés, mais quand ça arrive, Ah, écoute, quand c'est officiel plutôt. Ouais, tout le monde aura été, enfin les Parisiens auront été solides sur les réseaux sociaux pour soutenir les Angevins. On aura vu des messages, etc. Sur tous les tweets en dessous du compte Twitter de Angers dire allez, on est avec vous ce soir pour la dernière de Stéphane Moulin, etc. Bon, ça n'a pas suffi les encouragements des Parisiens. Malheureusement, bon, le Paris Saint-Germain a fait le travail, hein. Une victoire 2-0 à Brest au stade Francis Leblay, mais dans un même temps, Lille a gagné 2-1 contre Angers. Il y a eu le but de Fulgini à la fin au 2-1. Attention, à un moment, on a vu peut-être qu'il y aurait pu avoir un nul, mais non, finalement, c'était un but qui comptait pour du beurre, on va dire, puisque Lille a gagné. Et donc, Lille termine leader dans ce classement final de la saison 2020-2021. Lille termine premier avec 80 points. Le Paris Saint-Germain juste deuxième avec 82 points. Et dans le même temps, dans la course à 4 qui a longtemps été les 4 premiers qui ont pu se chapeauter cette première place de leader. Monaco termine troisième avec 78 points, avec son nul 0-0 contre Lancière. Et Lyon, qui a bien failli rafler la troisième place. Hein. À un moment, on se disait, ils gagnaient 2-0 contre Nice. Et puis au final, voilà, on a vu, je pense, toute la saison de Lyon résumée dans le même match, avec des joueurs avec des qualités individuelles quand même assez incroyables. Moi, j'avais confiance en Rudy Garcia pour pas y aller. Et puis on a vu les errements défensifs et le fait que voilà, Lyon lâche aussi ses matchs et n'est pas régulier. Et donc Lyon qui a perdu au final 3-2 contre Nice. Et donc Lyon termine à la place du 4e, 76 points. Donc Lyon ne sera pas en Ligue des Champions. Sur ce classement final, Nico, allez, je vais te donner la parole comme tu n'es pas venu depuis quelques podcasts. Sur le classement final, je me rappelle qu'on avait donné un ordre à chacun. Je ne sais plus ce que tu avais dit. Toi. Est-ce que tu avais mis Lille premier? Non, tu as mis Paris deuxième. Tu as mis Paris premier, deuxième. Je vais en parler d'autant plus librement qu'il y a un tweet sur mon compte épinglé en haut, donc vous pouvez pas le manquer. J'avais fait ça le 2 mars. J'avais mis le PSG premier, j'avais mis Lille deuxième, Monaco troisième. Voilà, c'est ça. Voilà. Je m'étais pris une volée des Lyonnais qui m'expliquait que Lyon hors du podium, c'était vraiment de l'anti-lyonnais primaire. Mais effectivement, je sentais bien les Lyonnais capables de passer à côté. Après, ouais, j'ai vraiment cru que le PSG jusqu'au bout allait pouvoir rafler la mise. Surtout parce que j'ai trouvé les Lillois assez fébriles depuis, ce qui est normal d'ailleurs avec la pression inhérente à leur situation. Mais à l'arrivée, par rapport à ce qu'on a vu depuis 3-4 mois maintenant, on va dire que c'est
le classement le plus logique par rapport aux forces de chacun, aux faiblesses du PSG notamment, et puis aussi à la bonne dynamique de Monaco qui a eu du mal à terminer malgré tout. Je trouve que c'est un beau podium. J'aurais juste bien inversé les deux premières places, mais je trouve qu'il reflète assez bien la saison qu'on a vécue en tout cas. Yacine, avis partagé, c'est un classement qui ressemble aux dynamiques et aux qualités, faiblesses chacune des quatre équipes, pardon. Ouais, enfin, moi, Lyon en janvier, on commençait à sentir, enfin janvier-février, on commençait à sentir que ouais, il y avait quelque chose qui tournait un peu moins bien. Monaco qui revenait très fort. Ça peut rebasculer encore hier, mais ça Pas bascule pas. loin, hein, quand même, hein. Pas loin, hein, parce que là, si Monaco fait pas le travail, ils ont énormément de situations, Monaco contre Lens, mais voilà, ça gagne pas. Mais Lyon, voilà. Lyon, c'est Lyon. C'est Et bien Lyon. sûr, bien sûr. Voilà, après pour Paris, n'en déplaise à tous les suiveurs du foot et aux Lillois. Ah ouais, quand tu fais pas ce qu'il faut, que tu as 8 défaites dans une saison, voilà, c'est paradoxal parce que c'est malgré tout un miracle que tu sois en vie euh, au coup d'envoi de la dernière journée. Mais tu es en vie, donc voilà, tu es toujours déçu. Et voilà, je pense qu'il y a des tournants dans la saison. Maintenant, c'est vrai que le trio, en tout cas pour moi, le trio, alors l'ordre qu'on veut, mais le trio, oui, il reflète quand même malgré tout les dynamiques de la saison. Mousse, toi aussi sur ce classement à 4, tu aurais vu à peu près. Bon, j'imagine que tu voyais comme Nico le Paris Saint-Germain et comme Yacine le PSG premier avec un dénouement final heureux pour les Parisiens. Bon, au final, voilà, le miracle n'a pas eu lieu. Lille a fait le travail, mais tu trouves que Lille est un leader. C'est une victoire, un titre de champion logique pour Lille au vu de la saison et une deuxième place logique pour le Paris Saint-Germain en même temps. En logique, je sais pas, parce que je crois qu'en termes de victoire, Lille, c'est un champion, mais avec un taux de victoire Ça fait beaucoup. comparé aux précédents champions, je crois que c'est quand même beaucoup moins, et il doit y avoir pas mal de matchs nuls. Alors, Je sais pas. j'ai les stats, hein. Paris a gagné 26 matchs cette saison pour 4 nuls et 8 défaites. Et Lille a gagné 24 matchs cette saison, mais pour 11 nuls et 3 défaites. Donc voilà, c'est bien ce qui me semblait, parce que j'avais vu la stat passer. Donc logique, je sais pas. En tout cas, sur les matchs importants et face au gros du championnat, ils ont toujours répondu présent, notamment ce fameux match face à Lyon où ils renversent la tendance. Après, ils ont eu des accidents, un peu comme nous, en perdant face à des petites équipes. Après, j'ai envie de te dire, nous, voilà, le plus gros regret, enfin le plus récent, ça reste Rennes, où tu gagnes, où tu mènes un 0 et tu te fais rattraper à la fin. Après, je parle même pas des défaites face à Lorient ou encore à Nantes. Mais oui, Paris n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour sécuriser cette première place. Il y a eu beaucoup de week-ends où Paris pouvait prendre l'ascendant et à chaque fois, bah, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, Lille a fait le job, Lille est premier, on n'a rien à redire là-dessus. Maintenant, il va falloir nous regarder ce qu'on a fait. Il va falloir faire des choix. Bon, ça, on en reparlera tout à l'heure. Pour le reste, pour le classement, je suis assez d'accord avec Yacine. C'est vrai que Lyon, pareil, avec l'effectif qu'ils ont, normalement, ils étaient promis au podium. Et bah, enfin, on le disait juste avant le podcast, la défaite contre Nice, bah, ça ressemble beaucoup à la saison globale de Lyon. Nice qui, je rappelle, n'avait absolument plus rien à jouer, qui avait quasiment arrêté de jouer, qui avait perdu contre Lille assez facilement. Donc ouais, c'est incompréhensible. Après, je suis quand même content pour Monaco parce qu'ils ont un bon entraîneur, un bon effectif. Je pense qu'ils peuvent quand même prétendre à un bon parcours en Ligue des Champions. Là où je suis plus inquiet, c'est peut-être pour Lille, qui va, je pense, perdre beaucoup de joueurs. On ne sait pas encore quel entraîneur va prendre cette équipe. Campos, normalement, devrait plus être dans l'effectif. Et c'est marrant parce que Campos, quand le Il y Monaco est prend le déjà titre, plus. Hein. il est directeur sportif et Lille qui est champion cette saison, c'est lui qui a façonné l'effectif. Donc les deux fois, ça aurait été l'homme fort des deux clubs pour ravir le titre au PSG. Donc voilà. Mais assez logique avec les 8 défaites finalement que le PSG finisse deuxième. Et comme l'a dit Yacine, c'est même un miracle qu'on soit encore en vie la dernière journée. Bah, on va manger notre pain noir, c'est comme ça. D'ailleurs, Rudy Garcia a annoncé après la défaite hier qu'il n'était pas candidat à sa propre réélection, à sa propre succession, pardon. Donc pareil, à Lyon aussi, il y aura un nouvel entraîneur. C'est dingue. Dans les 4 premiers, il y aura 2 nouveaux coachs à la tête tête de Lille. On annonce Christophe Galtier très proche de Nice. Hein. Alors surtout que Lyon là, Yacine, Lyon ne jouera pas avec des champions, donc ça peut aussi influer sur le choix de Christophe Galtier. Ouais, mais Nice non plus.
Oui, mais Nice, c'est pas pareil. Il y a un projet, enfin, je veux dire, il y a un projet à construire. Il va avoir de l'argent pour les transferts. Voilà, on rappelle que Nice a été racheté par le groupe Ineos, qui est détenu par Jim Ratcliffe, qui a quand même énormément d'argent et qui a investi beaucoup, qui veut investir beaucoup dans Nice. Donc, c'est pas pareil, quoi. Il serait aussi, je crois qu'il gagnerait le double de son salaire à Lille, Christophe Galtier. C'est pas le même projet, quoi. Mais évidemment, ils ont rien à jouer à Nice la saison prochaine. En Allemagne aussi, il y a 5 des 6 premiers qui changent d'entraîneur. Donc c'est un peu. Cet été, ça va bouger. Ouais, Christophe Galtier. Lyon, Olas s'était déjà renseigné les saisons précédentes sur Favre. Il n'est plus en poste. Ça serait quand même un bon choix, moi je trouve. C'est un bon technicien, donc à voir. Apparemment, c'est pas dans les. Ça a été. Enfin, ça a pas l'air d'être dans les priorités, non? On n'en parle plus trop. Je sais pas si vous avez entendu, vous. Mais... non, parce qu'à Lyon, il faut un entraîneur malléable à qui tu peux faire ce que tu veux. Il faut surtout pas un patron, donc ça va être compliqué. Ouais, Galtier, apparemment, il serait proche de Nice. Je pense qu'il sait aussi que avec le départ de Campos et l'arrivée de l'étang, les difficultés financières, il va perdre des joueurs que sans Campos, le recrutement, il y aura peut-être un peu plus d'erreurs. Parce que quand même, malgré tout, sur les 2 saisons, Lille s'est pas beaucoup trompé. Donc voilà, s'il fait ça, il fait le choix de repartir sur un projet, de construire quelque chose. Voilà, c'est peut-être ce qui lui convient. Après, on n'est pas toujours obligé de vouloir entraîner les plus grands clubs de France. Hein. Des fois, des projets qui sont plus intéressants que d'autres. Si le salaire lui convient, le projet lui convient, bon, voilà. Hein. Là, il y a surtout forcément l'allègement du fair play financier qui fait que je pense que le propriétaire de Nice va pouvoir investir ce qu'il n'avait pas pu faire quand il était arrivé. Et je pense que Galtier a dû quand même obtenir quelques garanties pour avoir un effectif solide, pour pouvoir jouer, pour pouvoir être ambitieux la saison prochaine et au moins viser les 5 premières places. J'imagine mal. Parce que je pense qu'il avait aussi d'autres propositions. Je pense pas qu'il y avait que, parce qu'on a parlé de Naples et de Nice, mais quand tu es devant le PSG en Ligue 1, forcément en Europe on voit ça et puis le jeu de Lille n'a pas été nul, quoi. Il y a eu des fois quand même ils ont proposé du jeu, quelque chose, donc souvent même. Ouais. Non mais Nico, parce qu'on parle de Christophe Galtier, etc. Parce que voilà, Lille a mené à dragée haute au Paris Saint-Germain cette saison. Lille donc va repartir pour la saison prochaine avec la couronne de champion. S'il y a énormément de changements comme ça, que ce soit poste d'entraîneur ou même des joueurs, voilà, ce ne sera pas le même Lille peut-être la saison prochaine. C'est sûr. Après, je crois que déjà, Galtier ne fera pas mieux avec cette équipe, de toute façon, il le sait. Donc effectivement, tu peux avoir envie d'aller voir ailleurs. Surtout que c'est une équipe qui va devoir beaucoup vendre cet été, donc elle va forcément perdre en valeur sportive. Et puis après, Galtier, surtout lui, je crois que le mérite de Lille et de Galtier, c'est même pas cette saison, parce que j'entends beaucoup parler d'une saison exceptionnelle de Lille, mais moi je suis pas trop d'accord avec cette analyse. Attention, hein, c'est un beau champion, le titre est mérité, il n'y a pas de problème. Mais une saison exceptionnelle, c'est Monaco en 2017 qui marque 95 points et c'est un gros PSG. C'est le PSG de 2016 ou 2015, je sais plus, qui finit avec 31 points d'avance sur le deuxième. Voilà, ça c'est des champions exceptionnels. Cette année, Lille, cette année, on va être honnête, c'est une bonne saison, mais ils font pas un parcours de dingue. Le jeu depuis le mois de janvier, c'est quand même poussif. Alors on parlait au début de saison de la plus belle équipe au niveau collectif, mais ça a quand même été sacrément remis en cause depuis plusieurs mois. Après, c'est une équipe qui a parfaitement profité des défaillances du PSG. Alors, je comprends que les déclarations de Mbappé, quand il dit que le PSG a perdu le titre plus que Lille a gagné, ça puisse choquer, mais objectivement, c'est exactement ce qui s'est passé. Et puis, tu peux pas non plus, tu peux pas dire que le PSG a fait une saison horrible, dégueulasse en Ligue 1 et que c'est normal qu'il soit pas champion. Et à côté de ça, dire que Lille a fait une saison exceptionnelle. Il y a un point qui sépare les deux équipes. Un point. C'est-à-dire que si le PSG, le premier match contre Lens, s'il n'y a pas cette erreur C'était Doulka, je crois, qui jouait au but à Lens, qui fait l'erreur. C'est pas Rico, hein. Ouais, c'est ça. S'il n'y a pas cette mauvaise relance à la première journée avec une équipe qui revient d'Ibiza, qui est complètement décimée, et si tu prends le point que tu dois prendre logiquement, le PSG est champion. Avec la même saison. Et donc, on dit quoi de l'analyse du PSG, du coup? Que c'est plus une saison dégueulasse, mais c'est une saison exceptionnelle comme Lille cette année, du coup. Enfin, toi, il faut quand même relativiser un petit peu le parcours de Lille, je trouve. Alors, Galtier, son mérite, ça a été justement de récupérer une équipe qui était au bord de la relégation quand il est arrivé, et puis qu'il a vraiment fait progresser
pour monter sur le podium. Bon, l'an dernier, ça s'était mal terminé avec l'interruption. Et puis cette année, prendre la première place, grâce aux circonstances aussi. Mais après, je pense que Galtier, c'est pas forcément un entraîneur qui va manquer de lucidité sur son analyse et qui va aussi se rendre compte que la saison, elle doit à beaucoup de circonstances et qu'encore une fois, il fera pas mieux cette l'année prochaine. Donc, moi, son départ, c'est quelque chose assez logique, je trouve, de sa part. En tout cas, voilà, Lille qui a remporté le 4e titre de champion de France de son histoire, après 1946, 1954 et 2011. Le LOSC qui est le 3e club à remporter au moins 2 titres de Ligue 1 au XXIe siècle, après Lyon et Paris qui en ont 7 chacun. Donc Paris qui a fait le boulot, mais Paris qui n'était pas maître de son destin. Mousse, on peut aller sur le match du Paris Saint-Germain quand même. Victoire contre Brest, bon, victoire assez laborieuse, on va dire. Hein. On n'a pas vu beaucoup de spectacles, là, ça a beaucoup ronronné, pas beaucoup de situations. Pas mal de fautes techniques, d'ailleurs, j'ai noté, je pense que vous allez être sur la même similitude que moi. À la pause, il y avait seulement 2 tirs pour le Paris Saint-Germain. C'est vrai que, bon, voilà, Paris a fait le travail, il fallait gagner, il n'y avait pas non plus besoin de sortir la grande artillerie, mais voilà, c'était pas encore un match exceptionnel du Paris Saint-Germain hier. Ouais, c'était même un match assez pauvre, hein, finalement. Bon, après, c'est vrai que les conditions climatiques, au début, c'était un peu difficile. Voilà, on a vu le temps Bretagne, et c'est pas un cliché il y avait on savait même pas si elle allait jouer au début, hein, tellement il y avait de trompes d'eau qui tombaient dehors. Ah non, c'était pas évident. Donc déjà ça permet pas aussi non plus de développer du beau football, mais en même temps, c'est vrai qu'on n'a pas senti une équipe parisienne. Je pense qu'ils étaient assez sûrs d'eux, donc je pense moi aussi, hein, honnêtement, même après le pénalty raté de Neymar, je savais qu'il y aurait quelques situations et que le PSG allait finalement l'emporter, mais quand tu connaissais le résultat de l'autre côté, donc voilà, moi je savais que Paris allait gagner. En même temps, sur une dernière rencontre, alors je sais pas si c'est parce que les joueurs étaient au courant déjà qu'il y avait que Lille menait déjà 1-0 à partir de la 10e minute, mais on a vu certains joueurs qui étaient peut-être pas assez concernés ou peut-être déjà en vacances, je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'ai bien aimé quand même Mbappé, tu sentais quand même que voilà, il avait le visage un peu fermé, il était concentré, à l'image de ses derniers matchs, quoi, tu vois, tu sentais quand même qu'il y croyait et qu'il voulait emmener l'équipe avec lui. On a encore vu un Neymar fantomatique, malheureusement, un peu à l'image des derniers matchs. J'ai même envie de te dire, depuis le Bayern, Neymar, voilà, on n'a pas vu grand-chose de Neymar depuis le Bayern de Munich, quoi, parce que à City, aller-retour, on l'a pas vu. Et puis ensuite, les matchs en Ligue 1 entre ses suspensions et les matchs qu'il a fait, quand il était sur le terrain, c'était pas terrible. C'est ce que je disais le podcast dernier, c'est-à-dire que moi, j'en attendais plus grand-chose dans cette fin de saison. J'espère que avec un peu de repos et une meilleure préparation, on retrouvera le Neymar de 2019, parce que même après ses velléités de départ, une fois qu'il était resté, je l'avais trouvé plutôt bien et plutôt concerné, etc. Donc j'espère retrouver Neymar à ce niveau-là. Pour le reste de l'équipe, c'est comme d'habitude, quoi. C'est Navas, toujours bon, même dans les moments difficiles. On a vu encore un grand Marquinhos. Et puis devant Mbappé, j'ai bien aimé aussi Di Maria. Pour le reste, c'était un peu compliqué, mais j'imagine que dans leur tête aussi, ça devait pas être évident. C'est la dernière journée, Lille était promu au titre de champion. Bon, écoute, est-ce qu'on peut vraiment juger ce match? Je sais pas. C'est un peu notre boulot quand même, hein, Moussa. Non, quand je dis ça, ce que je veux dire, c'est est-ce que tu peux tirer des enseignements? C'est évidemment qu'on parle, mais sur une dernière journée avec un match compliqué comme ça. Non, évidemment. Ce que je veux dire, c'est que je leur en veux pas parce que de toute façon, le titre était perdu ailleurs. C'était pas hier de toute façon qu'on pouvait espérer quoi que ce soit. Non, mais tu vois, moi, justement, moi, je suis pas d'accord. C'est que tu sais que Lille est fébrile depuis la semaine dernière. L'intérêt du PSG, c'était de commencer le match à 2000, de marquer le plus rapidement possible pour que Lille soit au courant que le PSG était déjà en tête et était potentiellement champion. Et là, tu pouvais espérer un petit peu mettre du doute dans l'équipe. Là, tu rentres effectivement en mode pépère, donc les Lillois, ils ont commencé de leur côté aussi tranquille. Et puis du coup, tu vois, c'était une petite occasion aussi de mettre un peu de pression sur l'adversaire. Même ça, t'as pas été foutu de le faire, tu vois. Même ça, t'es pas capable. Je suis d'accord, Nico. C'est pour ça que j'ai parlé de Marquinhos, de Mbappé, qui lui avait été concentré, et tu sentais que lui, en tout cas, voulait faire le job assez rapidement, mais je sais pas si tu es d'accord avec moi, Nico, mais c'est vrai que toute l'équipe n'avait pas l'air concernée. Tu avais quelques joueurs et les autres qui semblaient être en vacances. Donc, je suis assez d'accord, mais pour moi, c'est pas toute l'équipe qui a eu cette attitude. Il y a des joueurs quand même qui ont montré que malgré que c'était difficile et que c'était la dernière journée de championnat,
ils ont montré quand même de bonnes choses. Et puis les autres, bah, il semblerait qu'ils étaient déjà en vacances dans leur tête. C'était plutôt dans ce sens-là, Nico. Yacine, je voyais que tu acquiesçais aux propos de Nico, sur le fait qu'ils n'aient pas mis la pression d'entrée, qu'ils n'aient pas commencé tambour battant. Ouais, parce que quand tu fais une saison dégueulasse comme ils l'ont faite et que Ah, le retour, le retour. Ah, ouais, tu te fous de la gueule du monde toute la saison, il te reste 0,1% de chance. Et comme l'a dit Nico, j'avais parlé moi la semaine dernière d'une semaine où tu devais mettre la pression sur Lille avec des phrases un peu, etc., pour en rajouter, puisque Lille s'était raté contre Saint-Etienne. Joue là-dessus, de toute façon, il n'y a plus rien à perdre. Et effectivement, moi je suis de l'avis de Nico, ça veut dire que pour moi, l'idée, c'était. Allez. Mousse, t'as encore touché quelque chose. Je suis désolé. Il nous a encore mis dans l'arrière. Alors, vous inquiétez pas. Le truc, c'est que tu as encore une petite possibilité avec cette idée d'attaquer le match à fond. Et effectivement, comme le dit Nico, de pouvoir mener très vite et de dire à Lille, bah nous en tout cas on fait le job. On est là maintenant tout de suite, à ce moment-là, on est en tête du championnat. Peut-être que les Lillois commencent à trembler, se forcent pour aller marquer, etc. Ça peut ajouter à la pression. Mais tu n'es même pas capable de faire ça. Franchement, la première demi-heure, elle est horrible. Il n'y a rien, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de mouvement. Voilà. Après, moi, franchement, j'ai même pas envie de parler de Neymar. On sent un Yacine usé, moi, je trouve. Ouais, usé, ouais, c'est clair. Parce qu'en plus, quand je vois des commentaires, je suis désolé, hein, mais des commentaires qui me disent ouais, tout le temps taper sur Neymar, tout le temps. Alors, moi, je vais aller acheter une Ferrari à 350 000 euros et elle va rouler comme une Clio. Mais moi, ça ne me dérange pas, moi. Il n'y a pas de problème. Elle roule comme une Clio. Je viens de mettre 300 000 euros dans une Ferrari, mais elle roule comme une Clio. Et ça ne dérange personne. Mais moi, j'en peux plus. Je vous jure, des fois, ce foot-là d'aujourd'hui, j'en peux plus. Voilà, j'en peux plus. On a vécu des années au PSG où il y a des joueurs, hein, qui faisaient pas le taf, c'était un truc de fou, c'est-à-dire on leur en voulait. Et c'était pas l'époque de QSI. Moi, je parle d'une époque où les joueurs à qui on en voulait, c'était Pancrate, Louis Ndoula. Voilà, c'est-à-dire que normalement, déjà, on peut même pas leur en vouloir. Et maintenant, qu'on a de l'argent, qu'on achète des Neymar, on n'a pas le droit de leur en vouloir de se foutre de nous. Mais c'est exceptionnel ce monde. Moi, franchement, je suis dépassé. Voilà. Donc, hier, il s'est foutu de notre gueule une dernière fois jusqu'au bout de la saison. Voilà. Il nous a dit, en gros, je ferai comme j'ai envie. De toute façon, j'ai un coach qui ne me sortira pas. Voilà. Parce qu'il a encore décidé, évidemment, de sortir le plus facile. Di Maria, voilà. Di Maria, tu peux courir, tu peux tacler, tu peux donner des passes décisives. Quoi qu'il arrive, tu sortiras parce qu'en fait, je ne peux pas toucher aux autres. Bref, voilà, c'est à l'image de la saison. Voilà. J'avais vu, on avait parlé, on a parlé sur le groupe WhatsApp et que la sortie de Di Maria t'avait passablement énervé, et enfin, à juste titre, je pense moi aussi et d'autres, sur le fait que, alors que Neymar aurait pu. En fait, c'est sur le principe, c'est même pas la sortie. Voilà, surtout que Di Maria, sur les derniers matchs, c'est peut-être des mecs qui se bougent le plus, même défensivement, pour gratter des ballons. La semaine dernière, je crois qu'il avait récupéré un plus de 10 ballons, etc. Ouais. J'ai plus le nombre exact. Il y a eu quelqu'un de touché, mais comme d'habitude, c'est un investissement. Di Maria, il n'y a rien à dire sur l'investissement. Alors que, bon, j'imagine que c'est parce que Neymar n'avait pas joué la finale. Di Maria a beaucoup joué ces derniers temps et que peut-être que. Alors, je ne sais pas s'il est sélectionné. Il reste 3 matchs, je crois, importants à jouer. Il fallait le préserver. Non, mais peut-être pour les sélections, tu vois. Di Maria n'est pas en sélection. Je ne sais pas, justement. Non, Di Maria, il n'est pas appelé. Il avait été sorti, il avait été rappelé à un moment. Donc, Non, Di Maria, il n'y est plus. Pour l'instant, il n'y est plus, en tout cas. Ah, ok. Nico, sur la composition de départ, il avait réservé une petite surprise au Pochettino. Bon, il a attendu la dernière journée où il avait pratiquement plus d'enjeu pour le faire. Et il a mis Rafinha titulaire. Alors, je ne sais pas si c'était un 4-2-3, en plus un 4-3-3, parce que des fois Rafinha venait un peu en relayeur avec Herrera. Il n'était pas vraiment en numéro 10, donc comme Neymar n'arrêtait pas de dézonner, d'être dans l'axe, le pauvre Rafinha il était un peu sur sa zone, Neymar, on va dire. Voilà, sur sa compo de départ, et puis sur le match en lui-même, qu'est-ce qui t'a marqué, même s'il n'y a pas grand-chose à retirer? Non, il n'y a pas grand-chose. Sur la compo, sur le papier, pourquoi pas, hein, Rafinha Ah oui, mais c'est dans le sens avancé, c'est plutôt bien. Après, effectivement, à partir du moment où tu as un joueur qui fait ce qu'il veut sur le terrain, qui ne fait pas des efforts, la première demeure, c'est vrai, comme le dit Yacine, c'est un modèle du genre d'équipe arrêtée, quoi. C'est impressionnant, quoi. Quand tu avais le ballon, alors les gens vont taper sur Danilo et Herrera, mais
quand tu avais le ballon, bonne chance pour trouver un mec libre, quoi. C'était vraiment assez exceptionnel, quoi. Après, non, c'est à l'image du PSG. D'ailleurs, moi, ce match-là m'a conforté dans l'idée que la suspension de Neymar pour la Coupe de France avait été la meilleure nouvelle de ces derniers mois. Parce que ça a permis au PSG au moins d'avoir une équipe cohérente, assez compacte et qui a complètement fait ce qu'il fallait pour battre Monaco. Je suis pas sûr qu'avec Neymar sur le terrain mercredi dernier, le résultat était le même, franchement. Je suis d'accord avec toi. Et puis après, non, après sur le match d'hier, c'était comme je dis, déjà l'entame, elle est complètement ratée pour moi. C'est complètement absurde de commencer un dernier match comme ça en mode sénateur. Mais c'est à l'image de ce PSG qui s'est cru de toute façon supérieur toute la saison, qui a, pour plein de raisons, hein, on ne va pas revenir là-dessus, on en parlera dans un bilan plus tard, mais pour plein de raisons, cette équipe joue sur le talent et non pas sur le collectif et sur les efforts. Et puis bah, ça te donne ce genre de bouillie, ça te donne ce genre de match. Moi, j'ai commencé à zapper sur le multiplex au bout de 20 minutes, quoi. Je pensais pas que ça m'arriverait, tu vois, mais j'ai commencé à regarder, quoi. Donc c'est te dire à quel point ce match était pénible. Et puis c'est complètement symbolisé effectivement par Neymar qui finit sa saison, j'ai envie de dire quasiment comme il l'a commencé, c'est-à-dire en mode tout pour ma gueule et puis démerdez-vous autour. Et j'espère effectivement que ce sera pas la même chose l'an prochain, parce que moi, cette équipe-là, et je pense que Yacine va nous parler des propos de Thomas Müller aujourd'hui, mais voilà, c'était ce que le PSG a montré cette année en termes de collectif surtout et d'investissement. Voilà, c'était vraiment pénible et je suis quand même bien content que ce se soit arrêté hier soir et que on est maintenant jusqu'au mois d'août sans avoir à subir ce genre de soirée assez frustrante et agaçante. Justement, tu parlais de Neymar, Mousse. L'action peut-être la plus marquante du match, c'est ce penalty loupé de Neymar face au portier Gauthier Larsonneur, le portier de Brest. Et alors, on a vu que Larsonneur s'était décalé un peu comme un ancien gardien du FC Nantes, l'actuel de Michael Landreau, face au penalty de Ronaldinho. C'était le 8 décembre 2002. C'était un Nantes PSG en 16e de finale de Coupe de la Ligue, où le gardien, Landreau s'était décalé sur le côté, déjà la zone préférentielle où Neymar tire d'habitude, pour un peu gêner Neymar. Et au final, ça a marché, puisque Neymar a raté ses deuxième péno qu'il loupe avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Oui, alors qu'on l'avait loué quand même sa qualité de tir de penalty, c'est vrai qu'il les tire plutôt bien. Il avait même été critiqué pour sa manière de tirer les penalties. Ça, par contre, alors on peut critiquer Neymar sur plein de choses, mais je trouvais assez ridicule que quelques consultants lui tombent dessus. Moi, je trouve qu'il les tire très bien. Alors après hier, est-ce que c'est Larsonneur qui le déstabilise comme l'avait fait Landreau, que tu as rappelé, et ça, c'est des matchs de notre génération, on s'en rappelle très bien. Ou est-ce que c'est tout simplement un penalty raté? Je sais pas, mais de toute façon, il a pas changé sa manière hier de tirer, donc c'est juste un penalty raté. Et puis voilà, sur l'ensemble du match, de toute façon, Neymar, comme l'a dit Yacine et comme l'a dit aussi Nicolas, voilà, encore une fois, c'est à l'image des derniers matchs qu'il a fait. Je le répète, hein, depuis le match aller-retour au Bayern, et encore peut-être l'aller et le retour, on l'avait moins vu, mais il n'a pas fait grand-chose. Il n'a vraiment pas fait grand-chose. Tu sens vraiment qu'il était lui aussi je pense que lui, après l'élimination face à City, il attendait que ça, la fin de la saison pour souffler un peu, rejoindre sa sélection et après les vacances. Donc, encore une fois, moi, j'en attendais pas grand-chose. C'est vrai que c'est inquiétant. Moi, j'espère vraiment qu'il y aura une remise en question et que les vacances vont lui faire du bien et qu'on trouvera un autre Neymar avec un autre comportement. Mais je sais pas si en vérité je dis ça, mais je sais même pas si je crois à ce que je dis. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie d'être optimiste parce que c'est Neymar et que ça reste quand même un grand joueur et que balle au pied fait des choses extraordinaires, mais je suis un peu inquiet. Et puis après, il faut aussi voir le mercato qu'on va faire, etc. Les joueurs On va en parler. Avec lesquels il va jouer, parce que je pense que Mbappé, c'est pareil. C'est les questions qui se posent, c'est est-ce qu'on va continuer à avoir des latéraux aussi faibles? Est-ce qu'on va avoir un milieu cohérent? Est-ce qu'il n'y aura pas une trop forte disparité entre les remplaçants et les titulaires? Il y a beaucoup de questions. Mais voilà, Neymar, encore une fois, voilà, quoi. Moi, encore une fois, j'en attendais pas grand-chose et j'ai pas été déçu. On va en parler après du mercato mousse, parce que je veux donner les déclarations de Nasser Al-Khelaifi de Kylian Mbappé aussi, quand on lui a remis son trophée de meilleur joueur de la saison, qui sont intéressantes. Yacine, sur le penalty, quand même, je voulais t'entendre, parce que moi, contrairement à ce que dit Mousse, moi, je pense quand même que c'est Larsonneur qui a influé, on va dire, sur la décision, sur le fait que Neymar ait loupé le penalty, parce que c'est quand même assez déstabilisant pour un joueur quand tu as un gardien qui se met déjà dans la zone, parce que du coup, Neymar, lui, je pense qu'il veut tirer cette zone-là, au final, décide de changer de côté, et il la met à côté. Mais bien sûr que c'est l'Arsenal qui le perturbe, parce que
Rappelez-vous ce que j'avais dit sur Neymar. Si moi je le croise dans le couloir, je lui dis, toi t'es le meilleur joueur du monde, mais t'es un rigolo. Et je sais que le match est terminé. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et rappelez-vous avec Ronaldinho, en fait Neymar et Ronaldinho, ils ont le même profil. Mais il y en a un qui le fait pour s'amuser, avec le sourire. Et c'est pour ça qu'il était aimé par tout le monde. C'est-à-dire que quand même Ronaldinho, il a reçu une ovation du Bernabéu tellement il était extraordinaire. Mais parce que Ronaldinho, quand il driblait, quand il faisait des choses, c'était pour le football. C'est-à-dire que lui, il se faisait kiffer. Voilà. Mais kiffer avec le sourire, il n'était pas là à humilier les joueurs, à leur parler, à les insulter, etc. Il y en a un autre, il est dans le même état d'esprit, mais pour humilier, pour salir, etc. Ben là, en fait, hier, c'est typiquement le genre de truc que Neymar, il supporte pas. Genre, en gros, t'es en train de te foutre de moi. Mais tu te fous de moi, mais ça me met la pression parce que je la mets où, la balle? Et quand vous regardez, quand il ouvre son pied, pourquoi? Parce que lui, normalement, il attend le départ. Et regardez bien. En fait, l'Arsenal, il a prévu un scénario pour lui. Après, c'est à qui tout double, hein, c'est toujours pareil, mais il se met très près du poteau. Au moment où Neymar piétine, là, il se rapproche du milieu, il fait semblant de partir du côté où il avait laissé ouvert. Et si vous regardez bien sa position, il était reparti déjà du côté fermé. Et au moment où il fait son pas pour aller côté ouvert, Neymar, il se dit, en fait, il a fait exprès de laisser ouvert pour plonger d'un coup bien loin. Donc, il veut la mettre près du poteau. Et en fait, il ouvre trop son pied. Oui, il s'est fait avoir. Voilà, c'est tout. C'est le jeu. Et avec Neymar, il faut jouer. Moi, je le répète, avec Neymar, vous voulez le faire sortir d'un match, il faut jouer. Et ça fait partie du jeu. Ben, bravo à lui, c'est tout. Ce qui est marrant, c'est que comme le penalty de Ronaldinho, donc c'est la même chose, sauf que donc Ronaldinho il tire côté gardien. En gros, je choisis là où t'es, quoi. C'est ça. Landreau fait seulement de repartir dans le côté ouvert et finalement il reste dans le côté fermé, donc il avait piégé Ronaldinho. Neymar, pareil. Alors qu'en fait, quand tu fais ça quand t'es gardien, moi j'ai joué à une époque gardien quand mon corps ne voulait plus de moi, enfin quand mes partenaires ne voulaient plus de moi sur le terrain, on va dire, on va être honnête. Donc j'ai joué gardien. Mais en fait, quand t'es gardien de but, si tu pars pas avant une frappe, si elle est bien tirée, tu peux pas la prendre. C'est pas possible. Si tu pars au moment du milieu vers ton poteau, si c'est bien tiré, tu peux pas l'avoir. Donc là, sur ces deux pénaltys, Ronaldinho comme Neymar, c'est marrant qu'ils se prennent la tête tout seul en fait, parce que Neymar, moi je pensais même qu'il allait accélérer sa course exceptionnellement. Il tirait côté ouvert. L'autre, il pouvait faire le plus grand plongeon de l'histoire. Il lui manquait de façon 2 mètres. Ça, c'est mathématique, hein, c'est physique. Et en fait, bah, tu sens quand même que ça le travaille et que c'est pas anodin qu'ils la mettent à côté parce que bah, il se pose des questions alors qu'il n'y a aucune question à se poser. Hein. Un gardien qui fait le couillon en se mettant sur son poteau gauche, bah, tu tires fort côté droit et puis c'est terminé. L'affaire, elle est bouclée, mais ça a marché, ouais. Puis bon, moi, ça m'a fait rire. Pour le coup, ça m'a fait rire, vraiment. C'était la petite scène du match, voilà, qui nous a le plus, on va dire. Intéressant, on va dire, du match, je pense, et qui a le plus été relayé du match, parce que c'était évidemment pas les actions parisiennes. Bon, en dehors de ça, il y avait quand même le coup franc, le corner direct de Di Maria, et il a réussi par en mettre un quand même, parce qu'il attend quand même au moins une fois par match le corner rentrant. Elle est déviée. Ouais. Oui, non, mais bien sûr, elle est déviée par le dos de Romain Fèvre, mais elle est quand même dedans. Et souvent, il tire quand même plutôt très bien les corners, Di Maria, et il essaye souvent de la mettre au second poteau, comme un peu l'Arsenal s'est fait prendre hier. Et puis Mbappé, justement, Mbappé qui a marqué le deuxième but. Et donc Mbappé qui a reçu le trophée de meilleur joueur de la saison. Et donc qui termine meilleur buteur avec 27 buts marqués, avec son but hier. J'ai une petite stat marrante sur Mbappé. Donc Mbappé a marqué contre 25 des 26 équipes qu'il a affrontées en Ligue 1. La seule exception des équipes contre qui il n'a pas marqué, vous savez c'est qui? Cette année? Non, c'est depuis qu'il joue en Ligue 1. Je veux dire Dijon, moi. Non, la seule exception c'est Paris. Il a affronté 2 fois pour 0 but, évidemment quand il était à l'AS Monaco. Voilà, c'est la seule équipe contre qui il n'a pas marqué, l'ami Kylian Mbappé. Mais c'est dans ses déclarations, parce qu'on fera un podcast où on fera un peu le bilan des joueurs, etc., qui a été bon, qui a été moins bon, etc. Mais au-delà de ça, il a déclaré lors d'une interview accordée à Canal+, pour sa remise du trophée de meilleur joueur, sur le fait c'était pas la question, c'est leur boulot qui posait des questions, elle lui a pas demandé s'il allait prolonger, mais qu'est-ce qui lui donnerait envie, les critères pour qu'il reste au Paris Saint-Germain? Et c'est là que sa réponse a été assez intéressante, même si évidemment on apprend rien sur le fond, mais c'était quand même toujours intéressant d'entendre Mbappé dessus. Kylian Mbappé disait donc « Tout le monde sait que j'ai une profonde attache pour le club. J'ai toujours été reconnaissant envers le président, mes différents coachs. Après, ce que je veux, moi, c'est gagner. Sentir que je suis à un endroit où je peux vraiment gagner, où il y a un projet qui est solide autour de moi. Je mange football, je vis football. Et donc, le projet sportif est primordial. » Yacine, bon, quand on entend ça, on avait déjà émis l'hypothèse que, évidemment, Mbappé voulait
un gros mercato, renforcer l'équipe parce que voilà, cette année, lui aussi a vu qu'il y avait des manques et c'est pour ça aussi qu'ils ont perdu ce championnat cette saison. Mais voilà, au moins on a la confirmation, Kylian Mbappé veut un projet sportif cohérent et un effectif renforcé sur des postes ciblés. C'est à peu près ce qu'on dit nous aussi dans le podcast. Donc voilà, on est raccord avec Kylian Mbappé. Ouais, moi je pense qu'il y a deux, trois choses. La première, c'est que, en fait, le PSG n'a pas pu faire de très bons mercato parce qu'il avait misé sur deux gros joueurs. Donc en fait, c'est aussi un peu, pas à cause de lui, hein, évidemment, mais c'est parce que la politique a été menée là-dessus que ça a été plus compliqué d'avoir un collectif compétitif. Après, en plus, tu as fait d'autres erreurs, etc. Maintenant, moi j'avais dit, le truc c'est que je ne tolère pas, enfin je tolère pas. Moi, pour moi, c'est incompréhensible plutôt que ce soit Mbappé qui dicte le calendrier. Par contre, évidemment, je suis 100% raccord avec, avec sa déclaration, dans le sens où on le voit quand même, et on n'est pas les seuls, tous les manques qu'il y a au PSG, dans la construction du groupe, dans la construction de l'équipe, dans l'identité de l'équipe, et dans les ratés du mercato, des mercatos successifs. Donc, moi, je comprends sa position. Pour moi, il y a un truc, c'est que je comprends que les joueurs passent des messages sur le mercato. Après, faut pas non plus qu'ils se prennent pour des directeurs sportifs. Non, mais il est en position de force en fait, puisque comme il est en fin de compte, dans 6 mois, il est libre. Bien sûr. Que lui, bien sûr. Dans le bras de fer, il a quand même un peu d'avance. Mais bien sûr. Mais moi, je comprends malgré tout son message par rapport à l'effectif global, de dire qu'il faut construire une équipe compétitive. Oui, parce que peut-être qu'à un moment donné, lui aussi, il a senti que le club était trop dans construire une équipe pour, entre guillemets, développer encore son image, gagner de l'argent, etc. Et qu'à un moment donné, on n'est plus dans le résultat sportif, on est d'abord dans le résultat économique. Voilà, c'est peut-être son ressenti. Moi, je pense que son message est bon. Ce serait bien aussi qu'il dise un petit mot à Neymar, par exemple, sur son comportement. Ça éviterait aussi de se retrouver à parler comme ça, parce que si Neymar est à son niveau, l'équipe, elle devient aussi plus compétitive. Donc, déjà, les joueurs qui sont là, ce serait bien aussi qu'ils se mettent à leur niveau. Et Mousse, il a rajouté, pour terminer là, sur la déclaration de Mbappé, je veux sentir que l'on part avec une équipe pour faire quelque chose. Moi, j'imagine pour faire quelque chose, bon, c'est récupérer le championnat et continuer cette progression en Ligue des Champions, en tout cas faire partie des 4 meilleures équipes d'Europe. Ensuite, à nous de montrer ce qu'on sait faire, on discute avec le club, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, j'ai toujours été heureux ici et j'ai passé jusqu'à présent 4 années exceptionnelles. On est très clair avec le club sait la relation que j'ai avec lui. On va faire les choses dans l'ordre et comme il faut, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Bon, voilà, a priori, parce que l'enjeu, on va dire, c'est de savoir si Mbappé allait donner sa décision de prolonger avant l'Euro ou après l'Euro, et sachant que le PSG doit construire cet été pour son mercato, doit acheter, etc., et revendre, il faut quand même une décision rapide de Mbappé pour construire. Si Mbappé attend la fin de l'Euro pour donner son avis, Paris va devoir galérer un peu tout l'été, quoi. Ouais, je pensais ça aussi, mais j'ose imaginer quand même que de leur côté, ils bossent quand même dans le sens. Enfin, le mercato estival, il se prépare en amont, quoi qu'il arrive. Hein, donc, ça fait quand même quelques mois, je pense que la direction se penche sur soit les cas des joueurs qui sont en fin de contrat parce que économiquement, c'est un peu difficile. Aussi sur ils ont déjà aussi dû tabler sur les joueurs qui devaient quitter le PSG, commencer à travailler, à proposer, à demander aux agents qui proposent leurs joueurs à d'autres clubs. Quant à Mbappé, moi je suis d'accord avec Yacine. Le discours qu'il a, on est tous d'accord avec lui. Ce que tu veux, c'est une équipe collective, une équipe cohérente, une équipe équilibrée et aussi des remplaçants qui puissent donner le change lorsque tu dois faire des changements ou lorsque le titulaire est blessé. Et c'est ce qui manque aussi au PSG. Mais au-delà de ça, vraiment, je pense que ce qui déplaît dans le PSG actuel d'Mbappé, c'est qu'il n'y a pas de réel collectif. Lui, le PSG a été jusqu'en demi-finale. Donc, ils ont rencontré pas mal d'équipes. Donc, Mbappé voit comment les équipes jouent. Et même quand parfois, on est passé sans mieux jouer que l'adversaire. Je pense, par exemple, à Barcelone au match retour. On fait un super match aller, mais au match retour, Barcelone a super bien joué. Mais comme on avait pris beaucoup d'avance, donc on a réussi à passer. Le Bayern, c'est pareil. Sur la confrontation du Bayern, on fait une bonne mi-temps, voire deux, je veux bien, mais c'est vrai que la force collective du Bayern, alors que eux aussi leur manquaient des joueurs, c'est quand même autre chose.
Et il y a aussi les bancs des remplaçants. Et le fait aussi qu'il ait joué cette saison avec des joueurs qui n'avaient pas vraiment le niveau pour jouer avec le PSG. Je pense par exemple aux latéraux comme Dagba, Bakker, avec la blessure de Bernat. Quand tu es Mbappé et que tu as gagné autant de titres qu'il a gagné, champion du monde, tu as été champion avec Monaco, champion avec le PSG, tu as été finaliste de la Ligue des Champions, cette saison demi-finaliste. Lui, il se pose des questions. Est-ce que j'ai envie de repartir la saison prochaine avec des doutes? Est-ce qu'on va m'amener des garanties sur l'équilibre de l'équipe? Est-ce qu'on va m'amener des vrais joueurs de foot autour de moi? Il y a toutes ces questions, mais je pense qu'on est tous d'accord. Après, là où tu disais, Yacine, c'est pas à Mbappé de dicter le tempo, moi je suis d'accord. Mais ça, c'est la faute du club. Lui, il est en position de force. Donc lui, il en Ouais, bien sûr. Tu as fait raison. Voilà. Mais si le club, dès le départ, n'avait pas déroulé le tapis rouge pour un ou deux joueurs, et ben à ce moment-là, voilà, tu prends ta décision, c'est oui, c'est non, et après on avise. Donc là, évidemment que lui, n'importe quel joueur, je pense à sa place, aurait fait pareil. Wait and see, on attend. Parce que en termes de salaire, je pense que le PSG a dû lui proposer l'équivalent de Neymar pour qu'il se sente à la même hauteur que Neymar et qu'il se dise pas Neymar touche le double alors que moi je joue 2 fois plus de matchs que lui. Parce que moi aussi, je suis d'accord avec Yacine, j'aimerais bien savoir son ressenti sur Neymar. Ils sont amis, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que parfois Mbappé, est-ce qu'il est un peu agacé quand il voit Neymar ne pas faire des efforts, ne pas forcément jouer dans le. Pardon? Je pense que oui, mais il ne doit pas forcément le dire. Mais c'est sûr qu'il le voit, Mbappé. On voit dans sa réflexion de leader. Je pense, c'est sûr qu'il le voit, mais il faudrait lui dire. Oui. Parce qu'Mbappé, on a pu lui reprocher son attitude quelquefois et tout, mais lui, il a su se remettre en question. Et je pense qu'encore une fois, le travail de Pochettino il a été important. Et tu vois qu'il y a un changement radical. Et c'est parce que c'est un gagnant, il veut gagner, et Mbappé, il sait mieux que personne que pour gagner, il y a des choses à faire. Et que tu peux pas arriver sur le terrain en se disant, voilà, c'est Nîmes, c'est Nantes, c'est Lorient, on va gagner. Et d'ailleurs, quand il fait l'erreur à Nantes qui coûte le but, et voilà, je pense que Yacine a raison, ça a fait comme un déclic, et depuis, tu l'as rarement vu jouer comme ça. Et donc, oui. D'ailleurs, je vais me tourner vers Nico. D'ailleurs, il a dit aussi hier, lors de son interview pour la remise de trophée de meilleur joueur, que il a senti même quand il était moins bon il a senti qu'il était moins bon dans le jeu, il continuait quand même à être décisif et qu'il y avait une remise en question aussi et que voilà, il s'était remis un peu la tête à l'endroit. Donc même lui en est conscient et donc c'est voilà ce qu'on disait dans le podcast ou même dans d'autres émissions. Voilà, c'était pas faux que voilà à un moment Mbappé n'était pas au mieux physiquement et qu'il lui-même disait qu'il avait retrouvé des jambes, mais c'est ce qui lui avait permis de faire cette deuxième partie de saison intéressante. Nico, sur le dossier Mbappé, sur ses déclarations, je peux rajouter la déclaration quand même du président parisien, Nasser Al-Khelaifi, qui a parlé à la fin du match hier après le match contre Brest, où il s'est montré assez confiant sur le dossier de la prolongation de Mbappé en disant « Pour moi, il va rester au PSG à 100%, ne vous inquiétez pas, laissez-nous travailler, il est parisien, français, il adore Paris, on n'a pas de problème. » Et donc, voilà, bon, après, évidemment, il ne peut pas dire autre chose, hein, Nico, tu vas me dire, mais voilà. Quand Nasser vient et qu'il dit ça, en général, il ne parle jamais pour rien dire, Nasser Al-Khelaifi, sur les dossiers de transfert mercato, je parle. De toute façon, Nasser, il ne vend pas. Donc, on est en train de parler un peu depuis plusieurs semaines dans le vent, parce que à partir du moment où Nasser il va dire qu'il ne vendra pas Mbappé, qu'il soit libre ou pas libre dans un an, il s'en fout, lui. Hein. Tu sais, il ne va pas le vendre. Mais moi, je suis persuadé qu'Mbappé va rester encore une saison minimum, de toute façon. Il ne partira pas cet été. Ils en feront une question de principe, de toute façon, les Qataris. Après, ce qui va prolonger, ça, c'est un autre problème. Moi, je suis persuadé qu'Mbappé, il veut se barrer. Parce qu'il a fait le tour à Paris, parce qu'il a effectivement vu cette année, encore une fois, tous les manques, et pas uniquement au niveau de la qualité de l'effectif. Voilà, c'est un club qui fonctionne avec plein de manquements. Il y a un problème structurel dans ce club depuis longtemps et ça va pas se régler cet été parce que ça fait 10 ans que ça n'est pas été réglé. Donc moi je crois pas au miracle. Donc ce qu'on a vu cette année, on le verra peut-être dans des proportions moins grandes l'an prochain, mais il y aura toujours ce genre de soucis. On va pas rééquilibrer une équipe comme ça en 2 mois de mercato, j'y crois pas non plus. Et Mbappé, si demain L'Oréal est capable de le faire venir et que le PSG accepte, il va y aller sans hésiter. Maintenant, on sait que la situation économique est difficile. Je suis pas sûr que le Real ait les moyens cet été de faire une proposition. En plus, pour eux, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'attendre un an, d'avoir un joueur libre? Donc, pour moi, ça va être un dossier qui va être très long. Il sera pas prolongé à mon avis cet été, contrairement à l'optimisme de certains.
Et la solution peut-être intermédiaire, ce serait effectivement de finir par consentir une prolongation, mais très courte, peut-être une seule saison, ou peut-être deux, aller dans le meilleur des cas, avec un accord de le laisser partir, de le vendre à partir de l'été prochain, avec une somme fixée, et le club s'engage à accepter cette somme, tu vois. Mais faut Mbappé parisien à vie, tout ça, faut arrêter le délire. Mbappé, il a un plan de carrière. Le PSG, c'est un tremplin pour aller voir plus haut. Même si les gens nous disent aujourd'hui qu'il y a difficile de trouver mieux que le PSG, moi je pense que c'est faux. Il y a des clubs avec des histoires, avec des fonctionnements, voilà, il y a encore quelques clubs qui font rêver les joueurs et voilà, je pense qu'Mbappé partira pas cet été, mais plus par nécessité, obligation que par vraie envie et qu'il ne s'inscrira pas comme Neymar sur un projet à 4-5 ans. J'y crois pas une seule seconde personnellement. Mousse, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, non, je suis pas du tout d'accord avec Nicolas et c'est impossible que le PSG le laisse partir gratuit. Et je pense que même Mbappé ne veut pas quitter le PSG gratuitement. Je pense que c'est un joueur intelligent. C'est ce que je te dis. Donc il va faire traîner ce dossier, ils vont faire comprendre que s'il peut pas être vendu cet été, il va être ok pour rester encore une saison. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi, il prolongerait sur une saison parce que même pour son image, Mbappé, il a pas envie d'être l'image du joueur qui se barre gratos d'un club qui lui a donné autant. Ça c'est évident. Mais, euh, mais honnêtement, moi, je ne vois pas Mbappé s'inscrire sur un projet encore de 4-5 ans comme Neymar, sur une prolongation de longue durée. Ça me paraît inconcevable personnellement. Je ne vois pas du tout le joueur dans cette optique-là. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est un joueur intelligent et aussi un joueur reconnaissant. Je pense que lui, s'il doit partir, il va vouloir que Paris il trouve son compte. Enfin, lui trouvera son compte, mais il faut aussi que le club qui l'a grassement payé pendant 4 ans et qui lui a fait vivre vraiment enfin, en tout cas sur les deux dernières saisons en termes d'émotion et sur la Ligue des Champions, je pense pas que lui soit un joueur égoïste et dit voilà, moi je veux partir, je vais attendre 2022, je vais partir gratuitement et je vais signer libre. Non, je pense que c'est pas du tout ça. Moi, je pense il est vraiment hésitant en fait. Il hésite vraiment. Si vraiment il va aller au Real, il le dira et le Real, même si c'est difficile, ils trouveront l'argent, ils vont se débrouiller pour les faire venir. Encore une fois, je parlais tout à l'heure des assouplissements au niveau du fair play financier lié à la crise du Covid. Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup de clubs qui vont aussi emprunter de l'argent pour refaire un mercato, etc. Et alors moi, j'ai une petite bille qu'on m'a donnée récemment, en tout cas qu'on m'a confirmée puisque l'info était déjà sortie. Mais a priori, les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui rentre dans les négociations. Et Mbappé, c'est quelqu'un qui veut gagner tous les trophées et il serait très heureux, malgré la fatigue, de participer à l'aventure. Parce que je crois, Yacine, alors, je ne connais pas très bien le fonctionnement parce que je suis pas le foot dans les Jeux Olympiques et je suis pas un grand amateur des Jeux Olympiques, mais il n'y a pas beaucoup de matchs, il me semble, dans le tournoi de football dans les Jeux Olympiques. Donc c'est peut-être pas quelque chose qui va le fatiguer outre mesure, mais je sais que c'est important pour lui que ce soit avec un autre club avec lequel il négocie, mais aussi avec le Paris Saint-Germain. Et c'est quelque chose qui, voilà, c'est un point, je dis pas déterminant, mais assez important dans les négociations. En termes de salaire, encore une fois, je pense que si on l'aligne sur Neymar, il sera très content parce qu'il sera considéré comme voilà un joueur à égalité avec Neymar. Et il y a aussi le recrutement. Mais encore une fois, Nico, là où tu as raison, c'est que je pense que le meilleur compromis, parce que les Qataris, ils veulent quoi? Ils veulent le garder une saison de plus, qu'il soit parisien, encore quand la Coupe du Monde va débuter, celle de 2022 au Qatar. Donc c'est ça qu'ils veulent. Et Mbappé, il peut mettre une clause sous sein privé en disant voilà, moi je veux bien prolonger 3 ans. Par contre, lorsque je décide de partir, vous me bloquez pas. Je pense que s'il a un accord signé, il n'y aura pas de souci. Il est encore jeune et il sait très bien qu'une carrière, voilà, enfin, lui, il pourra jouer jusqu'à 32, 33, 34 ans. Il a encore 10 ans devant lui. Il peut patienter un an ou deux. Donc, moi, honnêtement, enfin, ce qu'on me dit à l'extérieur, mais j'ai pas assez de billes pour faire un papier là-dessus. Mais la tendance, elle est vraiment à une prolongation. Mais il y a des doutes dans l'esprit d'Mbappé. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de conseils auprès de son papa. Il y a aussi son avocate qui gère ses affaires. Mais il est vraiment pas contre prolonger. Lui, ce qu'il attend, c'est qu'il y ait un recrutement cohérent et qu'il soit sûr de repartir la saison prochaine bien armé pour essayer encore d'atteindre
le dernier carré de la Ligue des Champions, voire la finale, voire la remporter. Et il veut pas se tromper là-dessus, en fait. Il veut pas repartir dans une saison galère où tu traînes les pattes en Ligue 1, où parce que rappelez-vous cette saison en Ligue des Champions, en phase de poule, on était à 2 doigts quand même de sortir. Et donc voilà, il hésite, mais la tendance, ce serait plutôt une prolongation. Mais il va falloir quand même des vraies garanties. Et à ce moment-là, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Yacine, sur les Jeux Olympiques, sur le format que Mousse te demandait. Le problème, c'est pas le nombre de matchs, c'est la durée aux Jeux Olympiques. Donc, les Jeux Olympiques vont finir le 8 août. 2 semaines. Hein. Ouais, mais c'est surtout que ça finit le 8 août. Donc, ça veut dire que tu peux pas commencer la préparation avec le PSG et partir aux Jeux Olympiques. Tu vas être avec l'équipe de France. Tu vas partir, tu vas finir le 8 août. À partir du 8 août, il te faut quand même des vacances. Donc, Non, mais tu as un battement entre l'Euro et les Jeux Olympiques. Il pourra souffler un peu entre les deux. 10 jours. Ouais, 10 jours, mais en plus, pas faire de préparation parce que tu vas rattaquer avec l'équipe de France. Donc, on est reparti encore sur une saison sans préparation et on va pas nous sortir cette excuse tous les ans. Et la deuxième chose, c'est que en France, on n'a pas le droit aux clauses de départ. C'est J'ai interdit. parlé de Saint-Privé. C'est pour ça que non, mais attends. Et juste, non, mais pour expliquer, le sein privé, ça permet, entre guillemets, d'avoir un accord entre deux parties. Mais il faut savoir que c'est pas reconnu par la Fédé. C'est-à-dire que si demain, le PSG dit, mais moi, j'ai rien à foutre de ton sein privé, c'est vrai qu'on l'a signé, c'était ça, mais nous, on s'occupe plus de ça. En fait, Mbappé ne pourra pas se retourner. Ça n'a aucune valeur juridique. Le PSG ne fera jamais ça avec un joueur comme Mbappé. Je te dis pas ça, Mousse. Non, mais après. Oui, tu as raison. Mais ce que je veux dire, c'est que. Attendez, pas les deux en même temps. Si c'est officiel, si c'est un papier qui a une valeur juridique, Mbappé peut dire écoutez, vous l'avez signé, à 100 millions, je pars. Que le PSG, dans l'esprit, on se dise ils le feront pas, etc., pourquoi pas. Maintenant, ils peuvent très bien dire non, c'est plus 100 millions, c'est 150 millions. Moi, alors, juste, si tu me permets, Yacine, moi, je parle pas d'un papier où il y a une somme. C'est juste, je peux partir ou je peux pas partir. Je crois pas que le PSG va dire, va faire une clause sous un privé en disant, enfin, Mbappé va pas dire, voilà, vous me laissez partir à tel prix. Mbappé, le prix, s'en fout, c'est pas son problème. Ce qu'il veut, lui, c'est partir. Donc, mais je parle du PSG. C'est un accord entre les deux, le papier. Mais même le PSG ne mettra pas de somme. Le PSG, ce qu'il peut dire, c'est que voilà, on fait un accord, tu prolonges de 3 ans, mais si après le mondial 2022, tu veux partir, on te laisse partir. Et ils ne mettront pas de somme pour le club qui voudra l'acquérir. Donc moi, je pense qu'il n'y aura pas il y aura pas de ça. C'est juste, tu peux partir ou tu ne peux pas partir. L'accord, il jouera là-dessus, sans indiquer de somme de genre. Parce que ça ne concerne pas Mbappé. Ça, c'est de club à club et ça, il n'a pas son mot à dire là-dessus. Nasser Al-Khelaifi qui terminait, enfin, qui a développé ici au micro de Canal+ avec Olivier Talaron, qui parlait justement de ce prochain mercato, parce que c'est intéressant aussi d'entendre le président. Et il a déclaré nous avons besoin de développer cette équipe. Bon, c'est bien de l'entendre quand même parce que Mbappé peut le dire, mais si c'est reconnu aussi par la direction, c'est aussi bien. Nous avons besoin de développer cette équipe. On a des besoins à quelques postes. On va voir avec Léo et le coach aussi. Ce n'est pas facile avec le Covid, mais on va se développer. On n'est pas bloqué. On va parler avec l'entraîneur. On a déjà commencé à travailler et on sait ce qu'on veut faire. Bon, après, on verra quelles sont les pistes envisagées pour le prochain mercato, mais ça a déjà commencé à travailler et on espère que ça ira rapidement. C'est pas bien que ça a commencé à travailler. Ah oui, non, mais bien sûr, non, mais de voir aussi les besoins, etc. Ils savent déjà les postes, parce qu'en gros, ce qu'il le dit, il sait déjà les postes qui vont renforcer, ce qu'il annonce ça. Donc, a priori, ils sont partis sur des postes là. Dernière question. Après, on fera un podcast vraiment pour faire le récap de la saison, mais quand on voit, Nico, que en Espagne, bon, le Real et le Barça n'ont pas fini champion, que la Juve a terminé 4e, que Liverpool, heureusement, mais à la dernière journée, termine en Ligue des Champions quand même, mais a été longtemps 6-7e en Première Ligue, même 5e. Est-ce qu'on peut dire que Tourelle a été 5e pendant une partie de la dernière journée? Ouais, le Chelsea n'a failli pas aller en Ligue des Champions, effectivement, mais Leicester a perdu contre ils ont craqué. Ouais. Donc, ils ont craqué à la fin sur un but de Gareth Bale. Donc, Leicester, c'est un peu le dindon de la farce, hein, Leicester. Ça fait 2 saisons qui sont deux doigts, qui sont toute l'année dans les 3 premiers. Et au final, la Ligue des Champions, à la fin, c'est la dernière journée. Ouais. Est-ce que donc on peut dire par rapport aussi aux grosses équipes, aux gros cylindrés, Nico, en Europe, dans les 5 grands championnats, que la saison de Paris est un échec d'avoir terminé 2e? Ouais, c'est un échec parce que cette équipe est programmée pour être championne tous les ans avec ce budget et la différence avec les autres. Après, c'est
C'est une année particulière. Je trouve que c'est difficile de comparer avec les clubs parce que le Real et le Barça, ce sont deux clubs vraiment en fin de cycle. C'est des équipes qui sont arrivées au bout, qui ont besoin de beaucoup de choses. Et en fait, la perte du titre cette année, je pense pas que ce soit lié au Covid, mais juste tout simplement parce que ce sont des équipes qui ont besoin de changer. La Juve, c'est particulier, c'est peut-être le seul exemple qui se rapprocherait du PSG, effectivement, parce qu'on est habitué à avoir une Juve ultra dominatrice. Après, quand on voit ce qu'ont fait le Bayern et City dans leur championnat, on se rend compte que c'était pas non plus impossible d'aller loin en Ligue des Champions et puis de remporter ton championnat. Donc, je crois vraiment que le PSG cette année a payé en grande partie cette absence de préparation physique et cette infirmerie qui n'a pas désempli de toute la saison. Plus de 6 absents par match quand même je crois qu'il y a eu 57 matchs du PSG, ça fait une moyenne, voilà, il y a eu plus de 6 absents par match, alors pas que des blessés, hein, il y a aussi des suspendus, mais voilà, c'est compliqué avec une équipe avec finalement pas un banc de touche si étoffé que ça, de faire une saison complète sans préparation et avec autant d'absences. Donc il y a vraiment cet aspect physique qu'il faudra de toute façon prendre en compte, même si ça ne doit pas être une excuse. Après, oui, on va dire que c'est un échec parce que la Ligue 1, mais malgré tout, c'est une année qui a quand même donné des satisfactions, des émotions, surtout aussi, je crois. Le parcours en Ligue des Champions, pour moi, il a quand même fait beaucoup de bien. Il y a un trophée malgré tout avec la Coupe de France, donc ouais, j'ai entendu échec industriel hier chez nos amis de RMC, de leurs supporters marseillais numéro un que je ne vais pas citer. Vous connaissez peut-être, mais enfin voilà. Et C'est ton préféré. voilà, c'est pas un, voilà, il faut relativiser les choses. Voilà, c'est une grosse déception parce que t'es pas champion et que tu dois l'être. Maintenant, bah écoute, si c'est une saison qui permet aussi de remettre un peu les idées à l'endroit, de retrouver un peu de cohérence dans l'effectif, dans le mercato et de repartir sur un bon cycle, et bah c'est pas plus mal. Et puis la bonne nouvelle, c'est que l'année où tu perds, c'est Lille qui est champion et pas Marseille ou Lyon. Donc moi voilà, si ça avait été Marseille champion, je vous cache pas que j'aurais été de mauvais poil ce matin. Là voilà, il y avait pas de risque que ça arrive et donc à l'arrivée, bon, allez, c'est une déception relative, on va dire. Ah, c'est le supporter qui parle là, c'est plus l'analyse objective de Nicolas Puravo, l'ancien rédacteur en chef dans le monde des médias, etc. Là, c'était le supporter, on est d'accord. En vacances, le rédacteur en chef, il est parti. Yacine, pareil, tu fais est-ce que, enfin, l'analogie que j'ai fait avec les autres championnats est pas forcément la bonne? Toi, tu juges que la saison du PSG, que c'est eux qui sont fautifs et que, mais on a parlé évidemment de la préparation qu'il n'y a jamais eu, on l'a répété toute la saison. Et malheureusement, il y a aussi d'autres clubs qui en ont souffert dans leur championnat respectif. Ouais, c'est compliqué de comparer aux autres championnats parce que la mentalité n'est pas la même, les effectifs sont pas les mêmes, il y a plus de concurrence, etc. Moi, encore une fois, l'échec, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est une déception de ne pas être champion. C'est un échec si cette saison ne te sert pas. Voilà, si c'est juste dire, c'est une saison Covid, c'est une saison particulière, on n'a pas eu de préparation, et comme ça te permet de tout mettre sous le tapis et de dire, bon, bah, on continue comme on a fait depuis le début, c'est un échec en fait. Maintenant, si elle te sert la saison, que tu travailles sur tes manques, sur l'état d'esprit notamment, ça arrive de ne pas être champion, tu ne peux pas gagner 10 titres, les 10 titres d'affilée. Et ensuite, il y a autre chose, c'est que la saison, elle comprend la Coupe de France et la Ligue des Champions. La Coupe de France, tu as fait le travail. La Ligue des Champions, c'est pareil. Demi-finale, ça veut dire quoi? Tu es dans le dernier carré, super. Mais cette année, malgré tout, même si, encore une fois, hein, les scénarios, tout ça, il n'y a pas de problème. Tu as quand même sorti le Barça et le Bayern. Voilà. C'est pas comme si tu avais sorti Wolfsburg et le FC Séville. Donc, tu peux pas dire que c'est un échec. Par contre, tu peux dire qu'elle est décevante. Tu peux dire qu'il y avait mieux à faire parce que 8 défaites, c'est quand même énorme en championnat. Et qu'elle doit te servir de point de départ, en fait, à un nouveau cycle sur quels sont nos manques et maintenant comment on doit travailler pour passer ce dernier cap, entre guillemets, d'être non seulement tout le temps dans le dernier carré, mais d'être maintenant désormais réellement un candidat à la victoire finale en Ligue des Champions. Voilà, c'est tout. Maintenant, l'échec, pour moi, l'échec, c'est pas tout de suite en fin de saison, parce que dans l'émotion, on va tous dire c'est un échec. On est dégoûté de ne pas être champion. Voilà, il faut l'analyser tranquillement. Mais c'est pas un échec si tu t'en sers. Par contre, si c'est pour l'année prochaine vivre la même chose, ce sera un gros échec. Ouais.
Et tu l'as pas relevé, je note que beaucoup ne le relèvent pas, mais bon, il y a quand même le trophée des champions emporté contre Marseille en janvier, parce que je pense qu'on t'en parle là, ça ne devient pas directement Yacine, parce qu'on l'a gagné, du coup, c'est pas grave. Mais si tu le perds contre Marseille, là, par contre, tu le remarques et tu le ressens. Ouais, tu sais quoi, parce qu'à chaque fois, quand je le mets dans les papiers, je l'écris, après je le remets. En fait, je l'écris pas. Après, je me dis, ouais, c'est quand même un trophée parce qu'en Quand fait, même, c'est un trophée que tu as remporté contre Marseille, c'est un trophée de champion. Alors tout le monde me dit qu'il oui, a mais peur, mais c'est quand même un trophée. non, non, mais c'est vrai. Le problème, c'est que c'est un trophée, tu joues pas le champion et tu joues pas le vainqueur de la coupe puisque normalement tu gagnes tout. Donc Oui. tu joues en fait le deuxième, enfin bref. C'est pour ça un peu. Et puis cette année, il était au mois de janvier, c'était un peu n'importe quoi. Mais oui, oui, je suis d'accord avec toi. Mousse, le mot de la fin pour toi sur la saison, t'en penses quoi? Ouais, je suis d'accord avec mes deux camarades. C'est-à-dire que parler d'échec dans une saison comme ça, c'est compliqué. Quand tu fais demi-finaliste de Ligue des Champions, tu remportes une Coupe de France, tu finis à un point du leader, en ayant plus de victoires que lui en plus. Encore une fois, on est déçu. Mais en tout cas, cette saison a servi à mettre en lumière, j'espère, comme l'a dit Yacine, qu'ils s'en serviront, parce que ça a mis en lumière le, la qualité de l'effectif. Il y avait beaucoup trop de manques cette saison et malgré tout, on a quand même fait demi-finaliste. C'est pour ça que ça ne peut pas vraiment être un échec parce qu'avec l'effectif que tu as et les blessés que tu as pu avoir, que ce soit Covid, blessés, suspension, comme tu l'as dit tout à l'heure, Hugo, tu arrives quand même à sortir d'une poule qui est quand même intéressante. Ensuite, tu sors Barcelone, tu sors le Bayern Munich. Tout le monde nous donnait perdant face au Bayern. Je me rappelle dès qu'il y a eu même Thomas Müller avait taillé un peu le PSG, il a fait une petite vidéo, tellement personne ne croyait que le PSG était capable de sortir le Bayern. Ensuite est tombé sur quasiment l'une des meilleures équipes d'Europe, en tout cas en termes de jeu, etc., celle de Guardiola, Manchester City. Donc non, échec, voilà, grosse déception. Échec un petit peu, mais voilà, je veux pas leur en vouloir plus que ça. Encore une fois, j'espère qu'ils vont se servir de cette saison, comme l'a dit Yacine, pour pouvoir bien travailler lors du mercato, ne pas se tromper et essayer d'avoir un effectif cohérent, un effectif équilibré pour attaquer la saison prochaine de la meilleure des manières et surtout en Ligue des Champions. Dernier mot, on m'a vraiment confirmé que le PSG était sur Messi et sur Ramos. Après, moi, encore une fois, je continue. C'est bien. Si tu peux les avoir gratuitement, ok. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'ils viennent, etc. Mais je ne sais pas si tu veux repartir sur quelque chose de nouveau, ramener des trentenaires sur la fin, même si Ramos c'est un grand joueur, il pourra t'apporter beaucoup de choses dans le côté mental, le côté un peu gagnant, etc. Il y a pas de souci, mais pareil, si tu fais venir ces deux joueurs-là, forcément, il y aura un impact sur les autres recrues qui sont vraiment des priorités, c'est-à-dire les deux côtés, les latéral droit, latéral gauche, et au moins deux bons milieux de terrain, voire trois qui puissent au moins rentrer dans la rotation, mais des gens de qualité où il n'y a pas une énorme différence entre les titulaires et celui qui sera sur le banc. Donc voilà, tout ça, Leonardo a beaucoup de travail. Pochettino aussi parce qu'il va falloir aussi qu'il donne son accord. Et puis la dernière chose, il va falloir que Leonardo, sur ce mercato, ce qui n'a pas fait les deux premiers, il va falloir quand même qu'il arrive à évacuer les joueurs qui n'ont pas le niveau au PSG et les remplacer par des joueurs, voilà, des joueurs fiables sur lesquels tu pourras compter si le titulaire n'est pas là, encore une fois. Il y a beaucoup de travail cet été, il y a un gros chantier. Moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de mouvements, mais encore faut-il que Leonardo, voilà, essaye d'aller vers d'autres cieux, pas uniquement regarder vers l'Italie, etc. Il va falloir qu'il apprenne aussi à vendre, à convaincre des clubs que les joueurs que tu vas leur proposer sont malgré tout des bons joueurs qui pourront leur servir. Et ça va être très, très difficile parce que c'est pas la spécialité de Leonardo, malheureusement. On fera un podcast pour reparler de tout ce mercato, etc. Yacine Monafin, ouais, très Moi, court. c'était juste pour te dire, parce que je viens de recevoir là, Ramos, apparemment, il n'est pas dans la liste de la sélection espagnole pour l'Euro. Ça, c'est une grosse info quand Ouais, même. parce que ça veut dire qu'il est vraiment. Enfin, il avait rejoué avec le Real blessé, mais il n'est pas prêt. Donc, il n'est pas dans la liste. Par contre, Aymeric Laporte y est pour ceux que ça intéresse. Voilà, oui, Aymeric Laporte qui s'est naturalisé espagnol. La bonne nouvelle, c'est que Ramos sera en forme pour la rentrée le 5 Il a juillet des au Bord des vacances. Loges. Il aura des vacances, lui. Ouais. Sauf s'il va jouer les JO. Ouais, parce qu'il voulait jouer les JO, lui aussi. Ah, mais ils veulent tous jouer les JO. On n'a pas fini. Bon, en tout cas, non, mais on aura le temps de vraiment d'en développer parce qu'on pourra aussi parler de Keane. Voilà, son option d'achat. On a entendu des propos de Carlo Ancelotti récemment
On disait si le PSG le veut et le joueur est heureux là-bas, je le lâcherai. Mais bon, sauf qu'Everton, ils s'en demandent au moins 50 millions d'euros. Donc ça va être. Mais il y a plusieurs dossiers réglés. On se fera un podcast vraiment récapitulatif sur la saison et on pourra déjà. Peut-être qu'on aura quelques pistes déjà ou des infos transferts un peu plus creusées et on pourra bien développer tout ça. Merci à vous Yacine, Mousse et Nico d'avoir été avec moi pour revenir sur ce dernier match de la saison, donc le Paris Saint-Germain qui termine à cette deuxième place du classement de Ligue 1 Uber Eats. On verra donc comment va évoluer le club cet été avec aussi les différentes compétitions, les joueurs qui vont partir à droite à gauche et puis comment Leonardo va chapeauter tout ça. On se donne rendez-vous dans un prochain podcast pour faire ce bilan. On vous redonnera évidemment la date sur Twitter, on relayera ça sur les réseaux sociaux, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, on vous souhaite une bonne semaine et au prochain podcast. Salut à tous, merci. Ciao.